madame, on vous entend. D'accord, parfait. Donc, on va parler du diagnostic virologique des infections respiratoires. Au fait, il faut savoir qu'il y a énormément de virus respiratoires, virus influenza, VRS, métapneumovirus, para-influenza, adéno, etc. Et qu'il n'y a pas de spécificité absolue des signes cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces virus-là peuvent donner les mêmes signes cliniques. Lorsque l'on a un syndrome grippal, on ne peut pas savoir si c'est la grippe qui est responsable ou bien si c'est le coronavirus, si c'est le rhinovirus, si c'est le bocavirus, etc. Donc, pour savoir qui est réellement responsable d'un syndrome respiratoire, très souvent, on a besoin de faire un diagnostic virologique. Au fait, ces infections respiratoires sont très fréquentes. Et d'ailleurs, on dit que les virus sont responsables d'environ 80% des infections respiratoires. Et on ne fera le diagnostic virologique seulement pour celles qui sont graves. Quand est-ce que les infections respiratoires sont graves? Au niveau des extrêmes d'âge, les nouveau-nés, les sujets âgés, les immunodéprimés. Dans certaines situations, par exemple dans des bronchiolites à VRS, dans certaines situations lors de la grippe, et ce qu'on est en train de vivre actuellement lors de l'infection Covid-19, il sera intéressant de faire le diagnostic. Parfois, ces atteintes peuvent donner une infection nosocomiale, notamment l'infection AVRS, mais même d'autres. Très souvent, ces virus sont responsables d'une infection localisée, très souvent, c'est-à-dire localisée au niveau de l'appareil respiratoire. Et ici, ce dont on va parler aujourd'hui ne concerne pas les virus responsables d'une infection respiratoire dans le cadre d'une maladie générale, مثلا une varicelle qui peut donner une pneumonie ou autre atteinte, une infection à CMV, une infection à autre virus qui peut donner une atteinte respiratoire, mais c'est dans le cadre de cette infection généralisée que l'atteinte respiratoire existe. Aujourd'hui, on parle des virus qui ont pour cible principale l'appareil respiratoire. Et ce sont ces virus-là. En fait, c'est des virus que vous connaissez, que vous avez vu l'année dernière. Donc, on a vu l'année dernière que le virus influenza était responsable de la grippe, VRS responsable de bronchiolite, para-influenza plutôt laryngite, etc. Donc, on a vu ces virus l'année dernière. Aujourd'hui, on va parler de comment faire le diagnostic de ces atteintes. Donc, ces virus vont être responsables d'infections respiratoires hautes ou basses. Par exemple, pour les bronchiolites, tous ces virus peuvent nous donner une bronchiolite. Alors, quand est-ce qu'on va faire le diagnostic virologique d'une infection respiratoire? Ce n'est pas devant toute rhinite ou tout syndrome grippal que l'on fera un diagnostic virologique. Il faudra vraiment que ce soit plutôt des infections sévères. C'est lorsque l'on a une infection sévère, notamment, que l'on fera ce diagnostic virologique. Ou là, dans des situations très particulières comme cette année, on fait volontiers un diagnostic virologique devant une suspicion d'infection Covid, même si ce n'est pas un état grave. Au fait, ce diagnostic est intéressant. Il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que une virose respiratoire, très souvent pour les autres coronavirus, pour les rhinovirus, pour les para-influenza, etc., il n'y a pas de traitement spécifique et l'évolution spontanée se fera vers la guérison. C'est pour cela on dira c'est une infection respiratoire, c'est une virose respiratoire et il n'est pas obligé de faire un diagnostic. Donc, d'autres personnes, d'autres médecins vous diront non, j'ai besoin de ce diagnostic des virus respiratoires, soit parce que la forme est sévère, soit parce que le médecin a besoin de donner une étiquette étiologique à son syndrome respiratoire. Et cela pourra être intéressant pour la prise en charge adaptée, pour éviter de donner de façon abusive un antibiotique, ou alors, par exemple, s'il s'agit d'une infection VRS en milieu hospitalisé, c'est pour, par exemple, faire un bon moyen de prévention, faire l'isolement des patients, etc. Donc, faire ou pas un diagnostic virologique devant une virose respiratoire dépendra du contexte.
Et bien entendu, on pourra le faire pour un but épidémiologique. Par exemple, pour la grippe, on fait de temps en temps des cas sentinelles pour voir quel virus est en train de circuler actuellement. Cette année, on est en train de faire assez systématiquement le diagnostic Covid-19, le diagnostic de l'infection au virus SARS-CoV-2 pour avoir un état des lieux sur le plan épidémiologique et pour améliorer, pour orienter la stratégie nationale de lutte contre l'infection Covid-19. Alors, quel prélèvement on va utiliser pour ces atteintes? En fait, ce sera essentiellement, et c'est logique, des prélèvements respiratoires. Donc, ce sera des prélèvements respiratoires. Le plus facile, c'est d'avoir les voies aériennes supérieures, comme l'écouvillonnage nasal, nasopharyngé qu'on fait pour l'infection Covid, par exemple. Ça peut être un lavage aspiration nasale. Donc, c'est le plus facile à avoir, mais parfois, on sera devant des malades graves, hospitalisés, par exemple, intubés, ou bien qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation, par exemple. Des fois, on pourra faire le diagnostic sur aspiration trachéale, sur lavage bronchiolo-alvéolaire, par exemple. Donc, le plus souvent, c'est les voies aériennes supérieures, parfois les voies aériennes inférieures. Il y a d'autres prélèvements possibles, comme le sang, comme les selles, comme les urines, mais elles sont rarement utilisées pour le diagnostic des infections respiratoires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les prélèvements respiratoires. Par exemple, pour l'infection Covid, j'ai vu quelques articles disant, surtout des articles non scientifiques, des publications, dire qu'on peut faire le diagnostic sur selles. C'est possible, d'accord, mais c'est beaucoup moins sensible que le prélèvement respiratoire. Donc, le prélèvement respiratoire reste le prélèvement de référence pour les infections respiratoires. Pour le virus de la grippe, par exemple, ce prélèvement respiratoire, mais c'est la même chose pour la majorité des infections respiratoires, devra se faire essentiellement les premiers jours de la maladie. Si on a une infection à J0 et qu'on fait un diagnostic à J8 ou bien à J9 après apparition des signes cliniques, on risque de ne plus trouver le virus, donc on aura des faux négatifs. Donc le diagnostic doit se faire les premiers jours de la maladie au moment où le virus est là. Par exemple, pour le virus de la grippe, on dira que ce sera essentiellement les 5 premiers jours. Et ce sera surtout la muqueuse nasale qui est riche en cellules ciliées qui sont riches en virus. Donc, on va privilégier les prélèvements nasaux. Par exemple, pour le VRS, ça sera un lavage nasal qui peut être suffisant. Par exemple, une aspiration nasopharyngée. C'est très facile, on injecte un peu de sérum Phi et on récupère les sécrétions nasales. Donc, le diagnostic du VRS se fera sur aspiration nasale essentielle. Pour l'infection par le SARS-CoV-2, et ici je rappelle que le virus s'appelle SARS-CoV-2 et Covid, c'est la maladie. Donc, il ne faut pas dire virus Covid, il n'existe pas de virus Covid. Le virus s'appelle le virus SARS-CoV-2 ou alors virus de l'infection de la maladie Covid-19. La maladie, c'est Covid-19. Donc, le prélèvement, c'est un prélèvement nasopharyngé et c'est un écouvillonnage nasopharyngé, mais il faut faire très attention, l'écouvillon doit arriver au niveau de la fosse postérieure du nasopharynx. Un prélèvement mal fait égale un faux négatif. Donc, la première cause de faux négatif dans le diagnostic de l'infection à SARS-CoV-2, c'est un prélèvement qui n'arrive pas assez profondément. C'est pour cela que l'on dit qu'il faut qu'il soit fait par un préleveur expérimenté. Il y a énormément d'autres, à part le prélèvement nasopharyngé, il y a énormément d'autres matrices sur lesquelles on peut travailler, d'autres prélèvements respiratoires comme les crachats, comme les LBA, etc. Donc, l'utilisation des autres matrices sera faite selon le contexte clinique. Par exemple, pour des malades graves, comme on a dit tout à l'heure, on pourra faire le diagnostic, par exemple, sur un lavage bronchiolo-alvéolaire, par exemple. Mais de première attention, c'est le prélèvement nasopharyngé. Concernant la durée, tout à l'heure pour le virus grippe, je vous ai dit que c'était surtout les 5 premiers jours. Ici,
pour le SARS-CoV-2, il faut savoir que la PCR est généralement positive les 3 premières semaines, mais les chances de retrouver le virus par PCR, la PCR est ici indiquée en bleu, sera plus importante la première semaine, ça diminue un peu la deuxième semaine, puis ça diminue au fur et à mesure. Donc, plus on arrive tôt après apparition des signes cliniques, plus la PCR, on aura des chances que la PCR soit positive. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir une PCR positive avant apparition des signes cliniques, 1 ou 2 jours, parfois même 3 jours avant apparition des signes cliniques. Alors, concernant l'infection par le SARS-CoV-2, de très grandes précautions doivent être prises lors du prélèvement, et on parle de conditions de biosécurité, notamment avoir un bon équipement de protection individuelle, EPI, comme la surblouse, le masque FFP2, qui est important pour le prélèvement, et avoir une bonne gestion des déchets, etc. Donc, il faut qu'il y ait de bonnes conditions de biosécurité qui entourent le prélèvement. D'une part, donc la biosécurité, et d'autre part, il faut de bonnes conditions d'acheminement du prélèvement. Déjà, il faut avoir le bon kit de prélèvement. Par exemple, un écouvillon qui est en bois, par exemple, ou en alginate de calcium peut inhiber une PCR. Donc, il faut vraiment un écouvillon qui soit compatible avec la PCR. Et il faut que le transport soit fait dans un milieu de transport virologique. Si on n'a pas ces conditions de bon prélèvement, bonnes conditions de transport, on peut avoir des faux négatifs. Donc, un bon prélèvement, bonnes conditions sont très importantes pour avoir un bon diagnostic virologique. La biosécurité, bien sûr, c'est pour protéger le préleveur et pour protéger l'environnement. Les conditions, donc on a dit conditions de prélèvement, conditions de l'écouvillon, donc un bon prélèvement, et aussi des bonnes conditions de transport. Sur le plan biosécurité, il faut qu'il y ait double emballage ou au mieux un triple emballage. Il ne faut jamais emmener au laboratoire l'écouvillon directement et surtout pas à main nue. Donc, les conditions de transport sur le plan biosécurité sont importantes également. C'est le double, voire le triple emballage. De préférence, le triple emballage. Donc, nous avons des sacs dédiés de biosécurité pour l'emballage, pour le transport de ces prélèvements. Donc, concernant les techniques de diagnostic maintenant, il y a les techniques de diagnostic direct et les techniques de diagnostic indirect. Pour le diagnostic des infections respiratoires, hormis l'infection Covid, il n'y a que le diagnostic direct qui soit important. Donc, seulement le diagnostic direct pour les viroses respiratoires habituelles. Les techniques de diagnostic direct habituelles sont soit historiquement la microscopie électronique ou la culture cellulaire, mais ça va être surtout détecter un composant du virus. Et quels sont les composants du virus? Soit l'antigène, donc c'est la détection antigénique, et quel est l'autre composant important du virus? C'est le génome, et le diagnostic sera la détection du génome viral. Donc soit détection antigénique, soit détection du génome viral. Historiquement, on a utilisé la microscopie électronique qui a été très importante pendant plusieurs années. Elle reste importante lorsqu'on découvre un nouveau virus et cela a été intéressant. Par exemple, pour le virus, on avait au départ de belles photos de lui qui prouvent, entre autres, qu'il s'agit d'un coronavirus. Donc, ce virus, cette particule virale entourée de spicules qui forment une couronne autour de la particule virale. Donc, la microscopie électronique a été intéressante au départ pour le diagnostic direct. La culture virale, très intéressante également, ça a été la culture cellulaire et la culture sur œuf embryonné. Donc, c'est peu utilisé actuellement dans les laboratoires de routine. Pourquoi? Parce que la culture cellulaire utilise une technique qui est fastidieuse, qui est difficile à mettre en œuvre au niveau d'un laboratoire. Il faut des conditions très spécifiques, très laborieuses,
généralement un laboratoire de type P3, il faut avoir des cultures cellulaires. Et quel est le principe? C'est vous avez ici tout à fait à gauche des cellules saines sur lesquelles on peut mettre un prélèvement. Et s'il y a un virus, il y a ce qu'on appelle un effet cytopathogène qui va se faire. C'est-à-dire le virus qui se réplique sur cellules saines va transformer ces cellules et cela va modifier l'aspect des cellules en culture. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cytopathogène. On peut observer cet effet cytopathogène en microscopie. Et lorsqu'on a un effet cytopathogène, cela n'est pas suffisant pour faire le diagnostic. Il faut en plus faire d'autres techniques, telles que l'immunofluorescence, telles que l'inhibition de l'hémagglutination, donc d'autres techniques d'identification. C'est pour cela que c'est une technique qui est, dans le temps, fastidieuse, laborieuse, mais en plus, il faut beaucoup de temps. Déjà, pour qu'un virus soit cultivé, il faut 2-3 jours minimum. Et en plus, il faudra d'autres techniques pour identifier le virus. Donc, c'est une technique qui est très longue. C'est pour cela qu'elle a été plutôt abandonnée, en tout cas abandonnée au niveau des laboratoires de routine. Mais elle reste jusqu'à maintenant très intéressante pour la recherche scientifique, pour l'élaboration des vaccins, pour étudier la pathogénèse du virus, pour étudier la viabilité du virus. D'ailleurs, c'est ce qui est fait maintenant actuellement pour le SARS-CoV-2, pour prouver qu'un virus, par exemple, est viable ou non avant 7 jours après contamination ou bien 7 jours avant ou après contamination. On utilise la culture cellulaire pour voir si un virus est viable ou pas. Donc, cette technique offre certains avantages pour la recherche, mais n'est pas utilisée dans le domaine du diagnostic de routine. Cette technique de culture du virus ou inoculation du virus sur œufs de poule embryonnés a été également une technique très utilisée auparavant. C'est historique, il faut la connaître, même si on ne l'utilise plus dans le domaine de la routine. Ça a été utilisé pour le virus de la grippe. Donc, auparavant, on prenait le prélèvement et on inoculait l'intérieur de l'œuf, donc c'était un œuf embryonné, on inoculait soit l'embryon directement, soit la cavité amniotique, la cavité allantoïque, etc. Donc, différentes cavités dont le rôle qui permettait d'amplifier la multiplication du virus. Et quand le virus était amplifié, on le prenait et on faisait des techniques d'identification, comme on l'a dit tout à l'heure, par inhibition de l'hémagglutination, par des techniques immunofluorescence, etc. Donc, c'est une technique qui a été historiquement intéressante pour le diagnostic de la grippe et qui a été intéressante également pour les premiers vaccins élaborés contre le virus de la grippe. Ensuite, ça a été abandonné à la faveur de la culture cellulaire, puis à la faveur d'autres techniques telles que la biologie moléculaire. Donc, les deux techniques les plus utilisées en routine sont la détection de l'antigène et la détection du génome viral. La détection de l'antigène est possible par plusieurs techniques. Par exemple, par immunofluorescence. Le principe de l'immunofluorescence, c'est mettre un prélèvement et mettre par-dessus un anticorps qui est marqué par une molécule fluorescente. Si le virus existe, donc il y aura l'antigène, et quand on mettra l'anticorps, il y aura un complexe antigène-anticorps molécule fluorescente qui pourra être visualisé par la microscopie en fluorescence. Donc, on observe en microscopie en fluorescence et si le complexe total existe, on pourra voir une fluorescence. Vous avez à gauche un prélèvement qui est négatif et à droite un prélèvement qui est positif. Donc, vous avez les cellules marquées en rouge et si le prélèvement est positif, nous avons une fluorescence qui est fluorescente, donc un peu jaune verdâtre. Ici, nous avons plusieurs virus qui peuvent être diagnostiqués par immunofluorescence. C'est les virus que l'on détecte habituellement par immunofluorescence, qui sont surtout le VRS. C'est écrit RSV, mais ça veut dire VRS aussi en français. Donc, ici, RSV, c'est en anglais. Donc, il y a le virus de la grippe, influenza A, B, adénovirus et les para-influenza qui peuvent être détectés
par cette technique qui est très importante et qui a une sensibilité qui est très correcte. Sinon, l'autre technique, c'est l'immunochromatographie. L'immunochromatographie, c'est-à-dire, c'est les tests rapides, comme les tests de grossesse, par exemple. C'est les tests où c'est une bandelette, ça peut être des cassettes, par exemple, comme vous voyez ici sur le schéma. Donc, le principe, on met le prélèvement dans un petit puits. Ce prélèvement va migrer avec des anticorps et si jamais l'antigène existe au niveau de ce prélèvement, il va être capturé en sandwich entre un anticorps qui existe au niveau de la zone test et les anticorps qui ont migré avec le prélèvement. Donc, ce complexe antigène-anticorps va être détecté au niveau de la zone test et cela va donner une coloration. Et on ne parlera d'un test valide seulement si la zone témoin est également colorée. Donc, pour dire qu'un test est positif, les deux bandes sont colorées. On aura deux bandes sur ces tests. Et pour un test négatif, il ne sera considéré comme négatif que si la bande contrôle est positive. Donc, une seule bande sur deux qui est la bande contrôle, ou bien la zone témoin. Donc, ici, vous voyez ici, par exemple, tout à fait à droite, un test positif tout à fait à droite pour l'influenza A, puisqu'il y a deux bandes, et il est négatif pour l'influenza B. Mais il est valide puisqu'on a la bande contrôle. Alors, concernant l'infection à SARS-CoV-2, je vais citer cet exemple puisque c'est un exemple d'actualité. La technique de référence est largement de référence, c'est la détection du génome viral. Donc, comme vous le savez, c'est la PCR qui est la technique de référence. Sinon, d'autres techniques sont possibles. Elles sont beaucoup moins sensibles, parfois même moins spécifiques que la PCR. Elles sont moins spécifiques et moins sensibles que la PCR. Et ce sont la détection antigénique et la détection des anticorps. Au fait, vous avez ici la structure du virus et les deux principaux antigènes, deux principales parties du virus qui seront importantes pour la détection antigénique ou bien pour la protéine N. Donc la protéine S, c'est la protéine de surface qui est elle-même composée de deux sous-unités S1 et S2. Et la protéine N, c'est la nucléocapside qui va entourer l'ARN. Et celle-ci sera particulièrement intéressante, la protéine N, car elle est très abondante. Donc, c'est surtout elle que l'on va détecter pour le diagnostic antigénique. Donc, je répète, pour le diagnostic antigénique, c'est surtout la protéine N que l'on détecte. Pour la détection des anticorps, on pourra détecter soit les anticorps anti-N, soit les anticorps anti-S. Mais les anticorps anti-S, notamment anti-RBD, anti-receptor binding domain, seront plus intéressants pour nous indiquer si ces anticorps sont protecteurs ou pas. Donc, détection antigénique de l'infection par SARS-CoV-2, la technique la plus utilisée, c'est l'immunochromatographie, la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Ici, par exemple, nous avons en bas un test qui est positif pour le SARS-CoV-2, puisque la bande contrôle est positive et que la bande test est positive. Mais il faut savoir que l'on ne peut utiliser ce test antigénique seulement dans certaines conditions pour augmenter sa sensibilité. Ce test sera, les propriétés, les performances de ce test seront optimales si on les utilise chez un sujet qui est symptomatique et la première semaine du début des symptômes. D'accord ? Donc, si jamais on utilise ce test chez un sujet qui n'est pas symptomatique, on pourra avoir un faux négatif. Si on utilise ce test la deuxième semaine après apparition des signes cliniques, on pourra avoir également un faux négatif. Donc, au fait, ce test n'est sensible que si la charge virale
est très élevé et la charge virale n'est très élevée, avec un CT inférieur à 25, seulement chez la première semaine des débuts des signes cliniques. Par ailleurs, ce test va se faire sur prélèvement respiratoire. Donc, comme on utilise un prélèvement respiratoire qui est susceptible de contenir beaucoup de virus, il faudra veiller à avoir de très bonnes conditions de biosécurité. Pratiquement presque les mêmes conditions de biosécurité que pour la PCR seront presque les mêmes, seront obligatoires notamment pour le prélèvement. Donc, maintenant, on a parlé de la détection antigénique. Maintenant, on va parler de la détection du génome viral. Donc, c'est possible pour tous les virus respiratoires. Et on va prendre comme exemple le diagnostic de l'infection par le virus SARS-CoV-2. Donc, le virus SARS-CoV-2. Ce diagnostic va se faire par la technique de PCR que vous connaissez normalement. C'est une technique qui est basée sur la détection du génome viral. Donc, on prend un prélèvement, on fait une extraction de l'acide nucléique par plusieurs techniques possibles. Maintenant, c'est automatisé. Et on va faire une amplification du génome. Celle-ci va se faire grâce à des enzymes, notamment grâce à l'attaque polymérase. Donc, on va obtenir à la fin plusieurs produits amplifiés. Donc, c'est la PCR, donc c'est la technique de réaction de polymérisation en chaîne. Donc, c'est obtenir 2 puissance n génomes viraux à partir d'un seul génome. Donc, quand on aura cette amplification du génome, il faudra la détecter. Et la technique que nous utilisons actuellement en routine, c'est la PCR en temps réel. La PCR classique a été très utile pour la détection de plusieurs virus, notamment les virus respiratoires, mais c'est une technique qui est assez laborieuse, un peu longue et beaucoup moins sensible et spécifique que la PCR en temps réel. Donc, on préfère utiliser la technique de PCR en temps réel. Ces techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, doivent être faites avec de très bonnes conditions de biosécurité pour le prélèvement, pour le transport, mais aussi au niveau du laboratoire. Il faut savoir qu'une PCR ne peut se faire que dans un laboratoire, dans la majorité des cas, sauf exceptionnellement les PCR rapides, mais en général, il faut les faire dans un laboratoire de type P2 et surtout disposer d'un poste de sécurité microbiologique qu'on appelle PCM2. Donc, il faut avoir plusieurs règles de biosécurité, comme la disponibilité des équipements de protection individuelle, éviter les aérosols, bien gérer les déchets, etc. Donc, énormément de conditions de biosécurité doivent s'appliquer au niveau du laboratoire pour faire le diagnostic de l'infection par le virus SARS-CoV-2. Ici, vous avez ici tout à fait à gauche le PSM, le poste de sécurité microbiologique, où on ne peut travailler que sous ce PSM et habillé par être strict dans l'habillage par des EPI pour éviter des risques de contamination du personnel médical ou bien de contamination de l'environnement. Donc, la détection PCR classique, pourquoi on dit RT-PCR? On dit RT-PCR parce que pour le SARS-CoV-2, c'est une PCR après reverse transcription. C'est un virus ARN. On doit passer d'abord par une étape de reverse transcription qui va transformer l'ARN en ADN, donc c'est la RT. Puis, quand on a l'ADN, on va faire la PCR proprement dite. Donc, RT et PCR, ça ne veut pas dire PCR en temps réel, mais c'est PCR après reverse transcription. Au fait, la technique de RT-PCR en temps réel classique, elle est assez longue, elle dure 4 à 8 heures. Généralement, cette technique assez classique est utile pour passer des séries, donc sans prélèvement,
200 prélèvements, par exemple, elle va se faire, elle est un peu longue parce qu'on va avoir des étapes séparées d'extraction de l'ARN qui pourra se faire par un automate, préparation du mix réactionnel, dépôt d'ADN, la PCR et puis l'analyse. Donc, c'est ce qui existe au niveau de la majeure partie des laboratoires de routine. Il faut savoir aussi qu'en parallèle à ces techniques qui sont un peu lourdes, il y a des techniques de PCR dites rapides. C'est des automates, des tout petits automates qui sont très intéressants, où toutes ces techniques que l'on voit en haut, à partir de l'extraction, se feront dans une petite cartouche. Donc, l'extraction et la PCR se feront dans l'automate, dans cette toute petite cartouche d'automate, et on aura un résultat très rapide en 30 à 90 minutes. Donc, l'utilité de cette technique, c'est la rapidité. Elles sont sensibles, mais leur défaut, c'est qu'elles sont très coûteuses et elles ne sont absolument pas adaptées à de longues séries. Donc, dans des laboratoires de routine où on doit faire 100, 200, voire plus PCR par jour, on ne peut pas s'amuser à passer les échantillons un à un, ou bien par exemple, ici c'est un à un, ici par exemple c'est au maximum 4 par 4, donc il faut des techniques plus adaptées à un très fort débit, comme ce qui est le cas actuellement en Tunisie dans plusieurs laboratoires qui font le diagnostic de l'infection. Ces techniques de PCR en PCR, qu'elles soient classiques comme celle-ci ou bien PCR rapide, peuvent offrir un autre avantage, c'est qu'elles peuvent être multiplexes. Qu'est-ce que ça veut dire multiplex? C'est-à-dire que sur un seul prélèvement, on peut détecter après une seule PCR, au fait c'est une PCR multiplex, on peut détecter plusieurs pathogènes en même temps. Donc, à la fin de la réaction, on n'a pas un seul gène qui est détecté, mais plusieurs génomes qui sont détectés en parallèle, par exemple le virus de la grippe, para-influenza, etc., etc. Donc, tous ces virus peuvent être détectés par une seule manipulation de PCR. Et c'est ce qu'on appelle la PCR multiplex. Donc, on parlera d'un positif lorsque l'on aura une belle courbe d'amplification exponentielle. Et le sujet négatif, nous donnerons une courbe plate. Au fait, cette courbe, elle représente la fluorescence émise après PCR. Donc, pour chaque amplification, il y aura de la fluorescence émise. Si le virus n'existe pas, il n'y aura pas de fluorescence émise ou alors un simple bruit de fond, donc on aura une courbe plate. Si il y a le génome au niveau du prélèvement, on aura une fluorescence qui donnera cette courbe exponentielle pour les sujets positifs. Et à la question, est-ce qu'il y a des faux négatifs? Oui, on peut avoir des faux négatifs. Les faux positifs, normalement, non. Mais les faux négatifs, c'est possible pour plusieurs raisons. C'est pour cela qu'on devra toujours dire à nos patients, ou alors aux patients suspects, qu'une PCR négative n'exclut pas le diagnostic, et notamment si une personne est suspecte et qu'elle a une PCR négative, il ne faut absolument pas qu'elle enlève les moyens de protection et notamment le masque. Donc, une patiente suspecte doit toujours garder le masque et ne pas être faussement rassurée par une PCR négative. Les pourcentages de faux négatifs ne sont pas nombreux, ils sont assez peu nombreux, normalement 10, 20%, pas plus. Bien sûr, plus le prélèvement, la première cause de faux négatifs, comme on a dit tout à l'heure, c'était un prélèvement mal fait. Donc, si le prélèvement est bien fait, normalement, on n'a pas plus de 10% de faux négatifs. Alors, pourquoi on peut avoir des faux négatifs? Donc, comme on a dit, c'est les conditions. Ça, c'est un document écrit par l'OMS, déjà disponible depuis mars 2020. Donc, c'est connu, les faux négatifs par PCR. C'est lié soit à la qualité du prélèvement, du spécimen, soit les conditions d'acheminement, de prélèvement, d'acheminement, soit un prélèvement qui a été fait trop tôt ou trop tard. Par exemple, de trop tôt, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un a un contact avec une personne Covid+,
et qu'il fait sa PCR le lendemain du contact, eh ben, il aura un résultat faussement négatif. Donc, il faut attendre après un contact au moins 3 à 5 jours pour faire une PCR, car c'est la période de fenêtre virologique dans laquelle les 3-4 premiers jours après contact, il n'y a aucun marqueur virologique qui soit possible. Donc, un prélèvement fait trop tôt après un contact sera négatif. Donc, il faudra faire un prélèvement à partir de l'apparition des signes cliniques. Et par exemple, si on fait un prélèvement 4 semaines après apparition des signes cliniques, on pourra avoir une PCR faussement négative. Donc, ça, c'est les conditions de transport, on en a parlé. Et parfois, on peut avoir des raisons techniques, des prélèvements, des inhibiteurs de PCR. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de la qualité de l'écouvillon. Il y a d'autres inhibiteurs de PCR. On peut parfois avoir une inhibition de la PCR, mais dans ce cas-là, le biologiste la reconnaît et vous répond que la PCR est inhibée. Parfois, certaines mutations, ce n'est pas fréquent, mais c'est possible, certaines mutations peuvent donner une PCR faussement négative. Donc, c'est ce dont on vient de parler. Il faut qu'il y ait un prélèvement bien fait pour avoir une bonne PCR. Donc, on peut avoir des faux négatifs, c'est possible, mais sachez qu'on peut également avoir des positifs. On n'a pas de faux positifs, mais on peut avoir des positivités de la PCR pendant très longtemps. En moyenne, la PCR est positive pendant 3 semaines, grosso modo 3 semaines. Mais il faut savoir que dans la littérature, et ce n'est pas rare, des PCR ont duré pendant 50 jours, 60 jours, même plus, même 3 mois. Donc parfois, pour un même épisode, on a une PCR qui dure, qui est positive pendant plus de 3 semaines, donc beaucoup plus que la moyenne. Mais ce n'est pas pour autant que la personne est contagieuse. Avoir une PCR positive pendant très longtemps ne veut pas dire que la personne est contagieuse. Parce que avoir de l'ARN viral au niveau de la gorge, au niveau du nasopharynx, n'est pas corrélé à la viabilité du virus. Et les travaux ont montré que le virus n'est pas viable au-delà du 8e, 10e jour. Certains disent 6, certains disent 8, certains disent 10. Au fait, comment on a prouvé ça? On a fait justement ces techniques de culture cellulaire qui ont démontré que le virus n'était pas cultivable 10 jours après apparition des signes cliniques, sauf exception, il y a bien sûr quelques exceptions. Donc, c'est pour cela que l'on a dit, si la PCR persiste positive, ça n'a pas de corrélation avec la transmission, avec l'infectiosité, avec la contagiosité. Et c'est pour cela que les normes ont été changées pour dire qu'un patient est guéri. On n'a pas besoin d'avoir une PCR qui soit négative, mais il suffit de dire 10 jours après apparition des signes cliniques, en l'absence de symptômes, bien sûr, par exemple la fièvre et les symptômes respiratoires. Donc, le message, c'est que persistance d'une PCR positive ne veut pas dire obligatoirement persistance de la contagiosité et ne veut pas dire que la personne n'est pas guérie. Alors, je vais finir par le diagnostic indirect. Ce diagnostic indirect n'est pas utile pour les infections respiratoires, hormis, sauf SARS-CoV-2. Pourquoi il n'est pas intéressant? Par exemple, pour la grippe, si on fait un diagnostic indirect et qu'on dit qu'on a des anticorps anti-grippe, cela ne veut pas dire que l'épisode actuel de symptômes est corrélé à la grippe. Si on a actuellement un syndrome grippal et qu'on fait une sérologie et qu'on a des anticorps anti-grippe, ça peut vouloir dire que les anticorps anti-grippe ont été acquis des années avant, quand on était enfant. Donc, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'IgM anti-virus de la grippe, ou bien IgM anti-VRS, ou bien IgM anti-rhinovirus, par exemple. Donc, on peut seulement détecter les IgG, et les IgG n'indiquent pas si l'épisode est actuel ou pas.
Donc, ils ne sont pas utiles pour la quasi-totalité des infections respiratoires. Par contre, pour le SARS-CoV-2, il y a une certaine utilité parce que si on a des anticorps anti-SARS-CoV-2, c'est un virus qui est nouvellement décrit, nouvellement découvert. Donc, si on a des anticorps anti-SARS-CoV-2, c'est-à-dire qu'on a été infecté il y a, ou du moins durant cette dernière année, par le SARS-CoV-2. Donc, il y a une indication qui est différente parce que c'est un nouveau virus découvert qui vient d'apparaître il y a 1 an et demi maximum. La détection des anticorps va se faire par deux techniques différentes, soit par les tests rapides, par immunochromatographie. Ici, c'est l'anticorps que l'on détecte et pas l'antigène. Donc, dans la technique d'immunochromatographie, c'est un antigène qui sera disposé au niveau de la bande de nitrocellulose et qui captera les anticorps éventuels présents au niveau du sérum. Donc, ici, pour le diagnostic virologique, la matrice qui est utilisée, c'est le sérum. Donc, on va rechercher des anticorps dans le sérum du patient. Donc, soit par une technique rapide, immunochromatographie, et on peut détecter les IgG anti-SARS-CoV-2 ou bien les IgM anti-SARS-CoV-2, ou bien par les techniques classiques, soit ELISA, soit les techniques automatisées, immunoenzymatiques, chimioluminescence, etc. Alors, ces techniques ne sont utiles pour le SARS-CoV-2 que pour le diagnostic, que dans une indication particulière qui est le diagnostic de rattrapage. Bien sûr, avoir des techniques qui détectent les anticorps anti-SARS-CoV-2 pourront être utiles pour les enquêtes, pour la recherche, pour des enquêtes épidémiologiques, pour guider les stratégies nationales. C'est utile dans un but de recherche et dans un but épidémiologique, mais pour le diagnostic devant un patient, ce n'est utile que pour le diagnostic de rattrapage. Qu'est-ce que ça veut dire, diagnostic de rattrapage? C'est-à-dire pour un diagnostic tardif. Pourquoi? Parce que les anticorps n'apparaissent que minimum 8 jours, mais en général 15 jours après apparition des signes cliniques. Donc, c'est-à-dire que si on a un patient qui est en pleine symptomatologie, qui vient de développer ces symptômes cliniques et qu'on lui fait une sérologie, la sérologie sera négative. Elle ne se positivera qu'après le délai nécessaire pour formation des anticorps, minimum 8-10 jours et de préférence 15 jours après. Donc, en pratique, si on a un patient qui a des symptômes cliniques évoquant la maladie Covid-19, on lui fera une PCR. Et si la PCR est négative, on pourra, NAT, ça veut dire détection des anticorps, NAT, c'est la détection des acides nucléiques. C'est la technique de détection des acides nucléiques. Donc, c'est la PCR. On lui fait une PCR. Si la PCR est négative, on peut refaire la PCR parce que l'on a dit qu'il peut y avoir des faux négatifs. Et si la deuxième PCR est négative et qu'on est dans un délai de minimum 8 jours, 10 jours avant l'apparition des signes cliniques, on peut faire la sérologie. Donc, la sérologie ne sera utile que pour rattraper des diagnostics, c'est-à-dire c'est des patients qui ont des signes cliniques évoquant la maladie Covid-19, mais chez qui la PCR est négative. Donc, on veut être sûr, notamment, c'est par exemple les cas graves. On veut être bien sûr que c'est l'infection Covid. Dans ce cas, on peut parfois, après un délai de préférence 2 semaines, faire une sérologie. Et si la sérologie est positive devant un contexte évocateur, dans ce cas, on dit le passé bien, une infection en SARS-CoV-2. Donc, c'est utile, mais tardif. Donc, ces tests de détection des anticorps, il y a énormément de recommandations qui disent recommandations qui disent toutes la même chose. Ces tests ne sont pas recommandés dans le cadre du diagnostic précoce de l'infection Covid, mais dans le cadre du diagnostic tardif de l'infection Covid-19. Au fait, la sérologie, la présence d'anticorps anti-SARS-CoV-2 ne peut seulement démontrer qu'il y a eu un contact
seulement dire qu'il y a eu un contact avec ce virus si j'ai des anticorps anti-SARS-CoV-2, c'est-à-dire qu'un jour, depuis son apparition, j'ai été en contact avec ce virus. Ça peut être il y a 2 semaines, ça peut être il y a 2 mois, ça peut être il y a 3 mois, ça peut être il y a 6 mois. Donc, j'ai été en contact avec le virus, pas plus. Et au fait, jusqu'à maintenant, pour la majorité des kits, ça ne peut pas nous dire si la personne est contagieuse ou pas, et ça ne permet pas de dire si on est protégé ou pas. Par exemple, si on a des anticorps anti-N contre la partie N, les anticorps anti-N ne sont pas neutralisants. Or, qu'on peut avoir des tests sérologiques qui détectent les anticorps anti-N. Donc, avoir des anticorps anti-N ne veut pas obligatoirement dire qu'on est protégé. Il faudrait détecter les anticorps anti-S, par exemple, et notamment les anticorps anti-récepteur binding domain. Donc, maintenant, il y a des firmes commerciales qui sont en train d'améliorer leur kit et ils essayent de fabriquer des kits qui vont nous dire est-ce que les anticorps qu'on est en train de détecter sont des anticorps protecteurs ou pas. Donc, pour le moment, on préfère être très méfiant jusqu'à ce que la littérature et que les recommandations internationales nous disent c'est bon, actuellement les kits dont nous disposons peuvent indiquer une protection ou pas contre le virus. Donc, c'est pour dire, pour le vaccin, il faut se méfier de la sérologie car elle n'est pas obligatoirement corrélée à un effet protecteur. Donc, il faut se faire vacciner sans tenir compte de la sérologie. Donc, ne pas faire de sérologie pour le vaccin, car dans tous les cas, de toute façon, si la sérologie est négative, on va se faire vacciner, et même si la sérologie est positive, on va se faire vacciner, peut-être avec un certain délai, mais on va se faire vacciner quand même. Donc, dans les 2 cas, on se vaccine. Donc, voilà. Donc, en résumé, ces tests sont des tests qu'on utilise pour le diagnostic des infections respiratoires. On va se baser essentiellement sur la détection antigénique, la détection du génome viral, et la détection des anticorps n'est pas utile, sauf pour le SARS-CoV-2 et sauf pour le diagnostic de rattrapage. Merci. C'est bon? Oui, madame. Donc, c'est bon, j'ai fini. Hein. Est-ce que vous avez enregistré Est-ce que c'est enregistré? Oui. Ou là, vous assistez